Paris, fin d'été, l'air est encore tiède, mais la ville a ce silence particulier après minuit. Quand les vitrines se ferment et que les rues deviennent des couloirs. Place Vendôme brille comme si rien ne pouvait arriver là, devant le Ritz, avec ses portiers, ses reflets, ses regards qui traînent. Et pourtant, à quelques minutes de là, une autre géographie commence, une géographie d'angles morts, de tunnels, de rampes, de décisions prises trop vite. Une Mercedes noire s'arrache à la nuit. Pas comme une voiture de film. Comme une voiture qui cherche juste à disparaître. Il y a des motos derrière. Des flashs parfois. Une course qui n'est pas une course officielle, mais qui en a la vitesse, la tension, l'odeur métallique dans la gorge. À minuit 23, à l'entrée du passage souterrain du pont de l'Alma, tout bascule. Le chauffeur perd le contrôle. La voiture frappe un obstacle, dévie, et vient s'écraser contre une colonne, la 13e. Pas une image symbolique. Un pilier de béton, froid, indifférent, qui ne négocie pas. La vitesse estimée dépasse largement la limite du tunnel. Le choc déchire l'habitacle comme si la nuit, soudain, avait des dents. Dans les secondes qui suivent, il y a de la fumée, des cris, des silhouettes qui arrivent. Et très vite, un autre chaos. Des photographes se pressent, comme si la tragédie était déjà une scène à capturer. Dans la carcasse, 2 corps ne se relèveront pas. Une 3e personne respire encore, mais ce souffle est fragile, irrégulier, comme une lampe qui vacille. Le temps devient étrange, parce que les drames modernes ne meurent pas d'un coup. Ils se prolongent dans des procédures, des sirènes, des transferts. On extrait, on stabilise, on attend. À 1h18, elle est placée dans l'ambulance. À 1h41, l'ambulance quitte les lieux. À 2h06, elle arrive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, la question commence vraiment. Parce que tout le monde croit connaître cette histoire. Une poursuite, un tunnel, un accident. Mais quand on remonte le fil, chaque certitude se divise en couches. Vitesse, alcool, paparazzi, ceinture, sécurité, décision, erreur en cascade. Et surtout, ce besoin maladif du monde moderne de transformer une personne en récit permanent. Le paradoxe, c'est celui-ci. Diana avait survécu à l'institution, au scandale, à la machine médiatique. Et c'est la machine elle-même, l'ensemble du système autour d'elle, qui semble l'avoir conduite jusqu'à ce point précis, à cette colonne précise. À cette minute précise. Ce soir, on n'ouvre pas une légende. On ouvre un mécanisme. Et il y a une chose que personne n'aime entendre. Parfois, le mystère n'est pas un secret. C'est une suite de décisions humaines, banales, qui deviennent mortelles. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas un résumé de tabloïd. Ce n'est pas une collection de scandales alignés comme des titres de une. Et ce n'est pas non plus une chasse au complot, parce que le complot est une réponse trop confortable quand la réalité est plus difficile à accepter. Cette vidéo n'a pas pour objectif de raconter seulement ce qui s'est passé. Elle veut expliquer pourquoi cela a pu arriver, et pourquoi, après tant d'années, une partie du public refuse encore de refermer le dossier. Parce que Diana n'est pas seulement une personne, ni même une célébrité. Elle est devenue un point de rencontre entre 3 forces qui se nourrissent l'une l'autre, l'institution, l'image, et le désir collectif de regarder. Alors voici la carte de la nuit, la vraie. On va d'abord retrouver la femme derrière l'icône, non pas avec des adjectifs, mais avec des scènes, des choix, des contradictions. Tout ce qui fait qu'un être humain ne tient jamais dans un portrait officiel. Ensuite, on installera le décor qui rend tout le reste possible. L'Angleterre des années 80 et 90, l'explosion de la presse populaire. La guerre permanente entre intimité et spectacle, et cette idée moderne que l'on peut posséder une vie en la regardant. Puis on suivra la mécanique, pièce par pièce. Comment une histoire privée devient un marché. Comment ce marché fabrique des réflexes. Traquer, cadrer, publier, vendre, recommencer. Et comment, à mesure que l'on croit voir davantage, on comprend en réalité de moins en moins, parce que l'image n'explique pas, elle excite. C'est là qu'un premier renversement apparaît. Plus Diana cherche à reprendre le contrôle de son récit, plus le récit devient dangereux. On ira ensuite du côté des contraintes, celles dont on parle moins parce qu'elles n'ont rien de romanesque. La sécurité réelle. Les habitudes de déplacement.
Les décisions improvisées. Les protections qui n'existent pas, ou qui existent mal, ou qui ne suivent pas la vitesse des événements. À ce moment-là, vous verrez que la tragédie ne commence pas dans un tunnel. Elle commence dans une série de compromis et de raccourcis, accumulés, normalisés, jusqu'au jour où ils cessent d'être acceptables. Et puis, on reviendra à Paris. Pas seulement pour revivre une nuit, mais pour la lire comme on lit un mécanisme qui s'emballe. Minute après minute, on distinguera ce qui est établi, ce qui est probable, et ce qui relève de la rumeur. Parce qu'il y a une règle ici, tout ce qui n'est pas solide sera nommé comme tel. Ce n'est pas moins captivant. C'est plus vertigineux. Car le vrai mystère, parfois, n'est pas un secret caché. C'est une vérité banale que l'on refuse d'admettre. Après cela, on regardera l'onde de choc. Comment un pays entier s'est retrouvé à pleurer quelqu'un qui n'était pas à lui, et comment l'institution a dû répondre. Non pas à une crise politique classique, mais à une crise d'émotion, de symboles, de légitimité. Et enfin, on terminera par la question qui dérange. Qu'est-ce que cette histoire dit de nous, de notre appétit pour les vies célèbres? Et du prix que l'on accepte de faire payer pour une image qui nous rassure. Ce soir, je vous demande une seule chose. Écoutez comme on écoute un dossier qu'on ouvre tard, quand la maison est silencieuse. Sans se presser. Sans se divertir. Avec cette attention particulière que l'on réserve aux histoires qui ressemblent à des légendes, mais qui sont faites de décisions, de contraintes et d'erreurs très humaines. Si vous voulez soutenir ce travail, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire. Simplement pour dire jusqu'où vous pensez que la machine médiatique est responsable et à quel moment la fatalité commence. Mais d'abord, entrons dans la matière. On remonte le fil. Pour comprendre cette nuit, il faut d'abord comprendre une chose très simple. Paris, la nuit, n'est pas une ville neutre. C'est une ville de couloirs. Il y a les grandes artères, éclairées, visibles, faciles à suivre. Et il y a les raccourcis, les rampes, les quais, les tunnels, qui coupent la ville comme des veines sombres. Quand on est un conducteur ordinaire, ces passages sont pratiques. Quand on est une cible médiatique, ils deviennent des pièges potentiels, parce qu'ils compressent l'espace, réduisent les options, et transforment une décision de conduite en décision de survie. Le Ritz, place Vendôme, n'est pas seulement un hôtel. C'est un nœud. Un point où les regards se croisent. Un point où l'on peut attendre sans être remarqué, où l'on peut observer sans être vu, où l'on peut capter une arrivée, une sortie. Un visage derrière une vitre. Et dans une histoire comme celle-ci, la sortie est déjà un événement. Le simple fait de quitter un lieu devient une scène. Ce qui rend la nuit du 30 au 31 août 1997 particulièrement vulnérable, c'est la combinaison de trois éléments. La célébrité, d'abord, qui attire l'attention comme une lumière attire les insectes. La géographie, ensuite, qui offre des itinéraires rapides mais contraints. Et le timing, enfin, ce moment tardif où l'on croit que tout est calme, alors que la ville, en réalité, n'appartient plus qu'à ceux qui la traquent. À partir du Ritz, il existe plusieurs façons d'aller vers l'ouest parisien. On peut choisir des routes plus longues, plus ouvertes, plus contrôlables. Ou on peut tenter de disparaître vite, en cherchant la fluidité, la vitesse, l'effet de surprise. Dans une logique normale, l'effet de surprise est un avantage. Dans une logique de risque, l'effet de surprise est souvent un mensonge, parce qu'il pousse à improviser, et l'improvisation sur route, surtout la nuit, coûte cher. Et il y a un lieu qui résume tout cela, comme un symbole involontaire. Le passage sous le pont de l'Alma. Un tunnel qui avale le bruit, qui resserre la trajectoire, qui impose une ligne. Un endroit où la vitesse devient plus dangereuse parce que l'espace se rétrécit, parce que l'œil perd des repères. Parce que la marge d'erreur disparaît. Ce soir-là, l'histoire n'est pas seulement celle d'une voiture. C'est celle d'un système qui cherche à fuir un autre système. D'un mouvement de fuite face à un mouvement de poursuite. Et entre les deux, Paris, avec ses couloirs. Avant de parler des décisions, il faut maintenant regarder les forces qui poussent ces décisions. Parce qu'aucune course ne commence dans un tunnel. Elle commence dans les jours, les semaines, les mois qui précèdent, quand le monde s'habitue à transformer une personne en spectacle permanent. Diana est devenue, en quelques années, quelque chose que les institutions ne savent pas gérer.
Une figure qui ne dépend plus d'elle. Une personne que l'on ne peut plus contenir dans un protocole, parce que sa présence dépasse le cadre. Et parce que son histoire déborde toujours sur l'histoire des autres. Au début, le monde a voulu y voir un conte. Une jeune femme, une alliance, une couronne en arrière-plan, et cette promesse implicite. Tout ira bien, puisque c'est officiel. Mais très vite, derrière les cérémonies, il y a eu le réel. Le réel d'un couple qui se fissure. Le réel d'une solitude qui n'a rien de romantique. Le réel d'un environnement où l'on sourit pour les caméras, et où l'on étouffe dès que les portes se ferment. Ce qui compte ici, ce n'est pas le détail des rumeurs. Ce qui compte, c'est la transformation. À mesure que le mariage se délite, Diana comprend une chose fondamentale. Elle n'est pas seulement une épouse, elle est un symbole. Et un symbole, on le protège, on l'expose, on l'utilise, mais on ne lui demande pas ce qu'il veut. Dans ce type de monde, la personne disparaît derrière la fonction. Alors Diana fait ce que font les êtres humains quand ils se sentent enfermés. Elle cherche de l'air. Elle cherche des gestes qui lui appartiennent. Elle cherche, surtout, une manière de reprendre son récit. C'est là qu'une seconde force entre en scène, plus puissante que les murs d'un palais. Le regard public. La presse. Les photos. La narrazione permanente. Parce que dans les années 80 et 90, quelque chose change dans la manière dont la célébrité fonctionne. On ne se contente plus d'admirer à distance. On veut entrer. On veut voir l'envers. On veut l'intime, le tremblement, la faille, l'alarme. Et plus on obtient des images, plus on croit avoir le droit d'en demander davantage. Comme si le fait de regarder créait une propriété. Diana devient alors une contradiction vivante. Elle souffre du regard. Mais elle comprend aussi qu'elle peut s'en servir. C'est là toute l'ambiguïté qui rend cette histoire tragique. Le même projecteur qui brûle peut aussi éclairer, et parfois sauver. Diana utilise sa popularité pour des causes, pour des gestes, pour une présence qui touche les gens autrement que par le protocole. Et en faisant cela, elle devient encore plus grande. Encore plus aimée. Donc encore plus suivie. Donc encore plus vulnérable. Quand vient la séparation, puis le divorce, une ligne est franchie. Officiellement, Diana sort d'un cadre. Mais médiatiquement, elle entre dans une arène. Parce qu'à partir de là, elle n'est plus seulement la princesse d'un système. Elle est une figure libre, donc imprévisible, donc rentable. Et c'est ici que l'on doit dire une vérité difficile. La liberté, dans un monde saturé d'images, n'est pas toujours une protection. Elle peut devenir une exposition totale. Avant, il y avait des règles, des filtres, des murs. Après, il reste le corps, la voiture, le téléphone, l'hôtel, la nuit, et des gens qui attendent l'instant où la silhouette sortira enfin. Paris n'est pas un hasard dans cette trajectoire. Paris, c'est une ville où l'on peut être vu et se croire invisible. Une ville de sorties tardives, de détours, de rendez-vous discrets. Une ville où l'on pense pouvoir respirer. Et c'est souvent au moment où l'on pense respirer que la pression casse quelque chose. Donc, avant même le tunnel, avant même la vitesse, il y a une montée. Une montée de tension, de regard, d'attente. Et il y a une mécanique qui s'installe. Plus Diana essaie de vivre comme une femme, plus le monde insiste pour la traiter comme une histoire. Maintenant, il faut entrer dans cette mécanique. Pas avec des slogans. Avec ses rouages. Dans cette histoire, il y a un piège. On croit qu'il y a des gentils et des méchants. On cherche un visage à blâmer, parce que c'est plus simple que d'affronter un système. Elle vit de continuité, de contrôle, de mise en scène. Elle a besoin que le récit soit stable, que l'image soit maîtrisée, que l'émotion reste cadrée. Or Diana est précisément ce que l'institution redoute, une émotion qui déborde. Une popularité qui ne passe plus par les canaux officiels. Un lien direct avec le public, presque intime, qui échappe au filtre. Puis il y a la presse. Pas la presse au sens noble seulement. La presse comme marché. La presse comme compétition de titres. Dans les années 90, la photographie volée est devenue une monnaie. Une image exclusive, c'est du pouvoir. C'est une preuve. C'est un avantage sur les autres. Et dans ce monde-là, l'éthique n'est pas un principe, c'est un coût. On peut la respecter,
mais on risque de perdre la course. Et au bout de cette logique, il y a les paparazzis. On les imagine comme une foule indistincte. En réalité, ce sont des professionnels du repérage. Ils connaissent les habitudes des hôtels, les sorties secondaires, les heures où la vigilance baisse. Ils fonctionnent en réseau, parfois en meute, parfois en rivalité. Ils ne cherchent pas seulement à voir, ils cherchent à être les premiers. Et quand être le premier devient la règle, la prudence devient un luxe. Il y a aussi la sécurité. Pas comme une armure magique. Comme un ensemble de contraintes, d'ordres, de budgets, de protocoles, et parfois de décisions improvisées. La sécurité, c'est l'art d'anticiper. Mais quand la nuit change de plan, quand l'itinéraire se modifie, quand la pression médiatique se resserre, l'anticipation se fragilise. Et alors, la sécurité peut se transformer en simple réaction, en gestion de crise au lieu de prévention. Et enfin, il y a le public. Nous. Parce que c'est la partie la plus inconfortable de l'histoire. Le public n'est pas dans la voiture. Mais il est dans la demande. Dans l'appétit. Dans cette idée que, si elle est célèbre, alors nous avons le droit de savoir. On ne commande pas directement une photo volée. On ne court pas derrière une Mercedes. Mais on nourrit un monde où cette course devient rentable. Et ce monde, petit à petit, s'habitue à confondre la vie d'une personne avec un feuilleton collectif. Quand ces forces se rencontrent, elles créent un phénomène très précis. La célébrité devient un champ de bataille, et chaque mouvement devient un signal. Un départ d'hôtel n'est plus un départ. C'est une information. Un trajet n'est plus un trajet. C'est une opportunité. Un visage derrière une vitre n'est plus un visage. C'est une image à vendre. C'est ainsi que la pression se fabrique. Pas en un jour. Pas en une nuit. Mais par accumulation. Et au bout de l'accumulation, il suffit d'une seule erreur, d'un seul compromis, d'une seule décision prise, pour gagner quelques minutes. Pour que tout s'emballe. Maintenant, on va entrer dans le premier rouage. Celui qui transforme une personne en produit. Celui qui rend l'intime rentable. Celui qui, à force de répétition, finit par déshumaniser ce qu'il prétend seulement montrer. Il y a toujours, dans les grandes tragédies modernes, un moment où l'on croit reprendre le contrôle. Un moment où l'on se dit « Cette fois, je ne subis plus. Cette fois, je choisis. » Pour Diana, ce moment ne ressemble pas à une déclaration héroïque. Il ressemble à une fuite lente hors d'un rôle. Une série de gestes qui disent, sans le crier, « Je ne veux plus être un symbole docile. Je veux être une femme. Je veux décider de mon rythme, de mes fréquentations, de mes silences, de mes journées. Je veux que mon existence ne soit pas un protocole. » Mais c'est précisément là que la machine médiatique change de régime. Parce qu'une princesse encadrée est une figure. Une princesse libre est une cible. Le divorce n'est pas seulement une rupture conjugale. C'est une rupture de dispositif. Avant, il y avait des règles visibles, des périmètres, des codes. Après, il y a l'informel. Et l'informel est le paradis des chasseurs d'images, parce qu'il n'a pas de frontières nettes. À partir de là, chaque déplacement devient une énigme à résoudre. Où est-elle ce soir? Avec qui? Dans quel hôtel? À quelle heure elle sort? Par quelle porte? La vie se transforme en puzzle permanent, et les morceaux sont des photos. Et Diana, paradoxalement, sait jouer avec cette réalité. Par moments, elle utilise la caméra. Elle comprend que l'image peut être un bouclier, une arme douce, une manière de parler sans passer par les canaux qui la trahissent. Mais l'image est une arme à double tranchant. Parce que plus on l'utilise, plus on confirme au monde que tout se passe là, dans ce cadre, dans ce rectangle de lumière, dans ce reflet sur une vitre. Alors la machine apprend. Elle devient plus rapide, plus agressive, plus organisée. Parce que le marché de l'exclusivité ne pardonne pas. Ce n'est pas seulement avoir une photo. C'est avoir la première photo. C'est avoir la photo qui raconte plus que les autres. La photo qui fait croire qu'on a accès à l'intime, contient la vérité. Et il se produit un glissement presque invisible. On ne photographie plus une personne célèbre. On photographie une situation. On fabrique une tension. On pousse le monde vers une scène.
Le paparazzi n'est plus seulement un observateur. Il devient un acteur, parce que sa présence change la trajectoire de la personne qu'il suit. C'est ici que le drame commence à prendre sa forme. Pas dans le tunnel. Dans cette danse entre fuite et poursuite. Dans ce cercle vicieux où chaque tentative de normalité est punie par une intensification du regard. Et puis, il y a Paris. Paris comme promesse d'air. Paris comme parenthèse. Une ville où l'on pense pouvoir se fondre dans la nuit, parce qu'il y a du monde, des lumières, des sorties tardives, des itinéraires multiples. Mais c'est une illusion dangereuse. Plus une ville offre d'options, plus elle offre aussi des opportunités à ceux qui savent attendre. Ce qui se joue avant la nuit du drame, c'est donc une accélération. Diana cherche un espace de vie. La machine cherche une scène. Et à force de se chercher l'une l'autre, elles se retrouvent au même endroit, au même moment, dans la même nuit. Maintenant, on va entrer dans le cœur froid du mécanisme. Comment une vie se transforme en marché. Et comment ce marché crée, mécaniquement, les conditions d'un accident. Pour saisir ce qui se joue autour de Diana, il faut regarder plus haut que sa vie privée. Parce qu'au fond, l'histoire n'est pas seulement sentimentale. Elle est politique au sens le plus froid du mot. Elle touche à la légitimité. À la manière dont une société accepte ou refuse ceux qui la représentent. À la fin du XXe siècle, le Royaume-Uni n'est plus dans l'époque où l'on obéit par réflexe. L'autorité n'est plus automatique. Elle doit se justifier, se rendre visible, paraître humaine, et surtout, ne pas paraître cynique. Or une monarchie, par définition, vit d'une chose qui ne se justifie pas rationnellement, la continuité symbolique. Pendant longtemps, ce symbole a tenu parce qu'il s'accordait avec l'idée d'un ordre. Mais quand la société change, quand la culture médiatique accélère, quand la vie quotidienne devient plus dure, l'institution est jugée autrement. On ne demande plus seulement « est-ce que cela représente le pays ?» On demande « est-ce que cela mérite ce privilège ?» Et cette question, quand elle s'installe, transforme tout en test moral permanent. Diana arrive exactement au bon moment pour devenir une faille. Elle n'est pas un discours officiel. Elle est un visage, une émotion, une chaleur humaine que l'image rend immédiate. Et dans un monde où l'on se méfie des structures, la chaleur d'une personne devient une preuve de vérité. On lui prête une authenticité parce qu'elle souffre, parce qu'elle vacille, parce qu'elle ne ressemble pas à une statue. Elle incarne quelque chose que les institutions peinent à produire, la sensation d'un lien direct. Mais ce lien direct est explosif. Car si le public aime Diana, alors toute distance entre Diana et l'institution devient une accusation contre l'institution. Chaque silence du palais ressemble à un calcul. Chaque règle ressemble à une cruauté. Chaque maladresse ressemble à du mépris. Et plus la machine protocolaire essaie de se protéger, plus elle donne l'impression d'être froide, donc suspecte. À partir de là, la presse ne se contente plus de raconter. Elle arbitre. Elle juge. Elle met en scène une opposition simple, presque primitive, la femme contre le système. Et même quand la réalité est plus nuancée, cette opposition est trop puissante pour disparaître, parce qu'elle donne au public un rôle confortable. Choisir un camp. C'est ainsi que naît une crise particulière, une crise de perception. Ce n'est pas une crise constitutionnelle. Ce n'est pas une révolution. C'est une érosion. Une sensation diffuse que ceux d'en haut ne vivent pas dans le même monde, ne parlent pas la même langue, ne ressentent pas les mêmes choses. Et quand une société entre dans cette sensation, elle ne lit plus les événements avec patience. Elle les lit avec suspicion. Dans ce climat, la vie de Diana n'est plus seulement une histoire de cœur. Elle devient un miroir collectif. On projette sur elle des colères, des frustrations, des espoirs, et même une forme de vengeance symbolique. Si elle souffre, alors le système est coupable. Si elle sourit, alors le système a perdu. Et plus cette lecture s'installe, plus l'institution est condamnée à réagir mal, parce que toute réaction est interprétée contre elle. Voilà pourquoi, quand le drame arrive, il ne tombe pas dans un espace neutre. Il tombe dans un terrain déjà saturé de croyances, de soupçons, de récits prêts à l'emploi. Et dans un jeu, la logique change. Le but n'est plus arriver sain et sauf. Le but devient ne pas être pris. Et ce glissement, à lui seul, augmente le risque. La phrase qui doit nous hanter ici est simple.
À partir du moment où l'on conduit pour échapper, on ne conduit plus pour vivre. Et pourtant, ce n'est que le début. Parce que la fuite appelle toujours un dispositif de fuite. Et un dispositif de fuite, c'est là que les erreurs entrent. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la vitesse n'est pas la seule arme du chasseur. L'improvisation est un piège. Cycle 2, la scène. Au Ritz, on ne se contente pas de sortir. On compose une sortie. On pense en itinéraire, en porte, en l'heure. On imagine qu'en lançant un véhicule ailleurs, en brouillant l'instant exact, on va reprendre l'avantage. C'est logique, presque instinctif. Et c'est là que la mécanique matérielle se met vraiment à tourner. Parce qu'une stratégie d'évitement, pour fonctionner, doit être cohérente. Or la nuit, la cohérence se fissure vite. Les décisions se prennent dans l'urgence. On privilégie la rapidité à la stabilité. On choisit le plus court plutôt que le plus sûr. Et surtout, on crée un scénario où la pression extérieure dicte la conduite intérieure. Le mécanisme. Dans un système de protection, chaque variable compte. Qui conduit, quel itinéraire, quel rythme, quelle marge de manœuvre. Mais quand vous improvisez, vous empilez des variables sans les contrôler. L'illusion, ici, c'est de croire que l'on peut gagner contre la traque en la battant sur son propre terrain. La surprise et la vitesse. En réalité, l'évitement par surprise transforme la route en pari. Vous échangez une menace visible, les photographes à l'extérieur, contre des menaces invisibles, les limites physiques, l'erreur humaine. La fatigue, les réflexes. Et ces menaces invisibles sont les plus cruelles, parce qu'elles ne négocient pas. La consequence. Ce qui se fabrique, alors, c'est une chaîne de dépendance. Un seul choix entraîne le suivant. Vous changez une porte, il faut accélérer. Vous changez une route, il faut s'engager dans des couloirs plus étroits. Vous voulez semer, vous réduisez votre marge. Et plus vous réduisez votre marge, plus le moindre incident devient irréversible. Ce n'est pas encore le tunnel. Mais c'est déjà la logique du tunnel, un monde où il n'y a plus d'espace pour corriger. Et c'est là que l'accident cesse d'être un événement isolé, il devient l'issue d'une dynamique. Pourtant, même cette dynamique ne suffit pas à expliquer le point de rupture. Parce que pour qu'un système bascule, il faut un accélérant. Et l'accélérant, ce soir-là, a un nom terriblement banal, le conducteur. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que le facteur humain, quand il est fragilisé, transforme une fuite en catastrophe. Cycle 3, la scène. À minuit 23, à l'entrée du passage sous le pont de l'Alma, la Mercedes est estimée à environ 105 km/h. Dans une zone limitée à 50 km/h. Dans un tunnel, la vitesse n'est pas seulement un chiffre. C'est une réduction brutale du temps disponible pour penser. C'est une compression de la route. C'est une erreur qui, au lieu de se corriger, s'amplifie. Et puis il y a l'autre réalité, celle qui est moins visible que les flashs, l'état du conducteur. Les analyses toxicologiques, dans l'enquête française, ont conclu à un taux d'alcoolémie très au-dessus de la limite légale de l'époque en France, 50 mg, 100 ml. Avec un résultat autour de 180 mg, 100 ml dans un des tests rapportés. On peut discuter, depuis, des polémiques et des soupçons qui ont prospéré autour de ces mesures, mais ce qui compte pour notre film, c'est la structure. L'idée même qu'un conducteur, dans une situation déjà tendue, puisse être diminué. Suffit à transformer la marge de sécurité en illusion. Le mécanisme. Ici, la mécanique n'est plus seulement médiatique. Elle devient mécanique au sens littéral. Vitesse plus espace contraint plus conducteur fragilisé plus pression extérieure égale cascade d'erreurs. Le tunnel supprime les échappatoires. La vitesse supprime le temps. L'état du conducteur supprime la finesse. Et la pression supprime la prudence. Ce n'est pas une cause unique. C'est une combinaison, et c'est précisément ce qui rend la tragédie moderne si difficile à accepter. On veut un coupable clair. Mais la réalité produit des catastrophes par empilement. La consequence. Quand la voiture percute, ce n'est pas seulement un choc. C'est l'instant où toutes les petites décisions, toutes les petites tolérances, toutes les petites improvisations deviennent un seul résultat. Et aussitôt, un autre mécanisme s'enclenche, la bataille du récit.
Parce qu'une mort publique n'est jamais seulement une mort. C'est une onde. Une lutte pour dire « voilà ce qui s'est passé ». Et quand la confiance est déjà fissurée, l'explication officielle est immédiatement suspecte, même quand elle est solide. C'est là que le mystère commence à vivre. Et maintenant, on arrive à la partie la plus sensible. Non pas la mécanique de l'accident, mais la mécanique de l'après, comment l'enquête, les images, les rumeurs. Et les intérêts vont fabriquer un second drame, celui de la vérité contestée. Quand la voiture s'écrase, une seconde histoire commence immédiatement. Elle ne se joue plus dans la rue, mais dans les récits. Et c'est souvent là que les tragédies modernes deviennent interminables, parce qu'un accident peut être clos par une conclusion. Mais une émotion collective, elle, ne se clôt pas aussi facilement. Dans les heures qui suivent, le monde ne cherche pas seulement à comprendre. Il cherche à attribuer. Attribuer une faute. Attribuer une intention. Attribuer un sens. Parce que l'idée d'une mort, par empilement d'erreurs, est presque insupportable quand la victime est un symbole. Le premier réflexe public est de désigner la scène visible. Les photographes. Les motos. Les flashs. La meute. C'est concret, c'est filmable, c'est immédiatement haïssable. Mais l'enquête, elle, doit descendre sous la surface, là où l'image ne suffit plus. Et c'est là que l'on entre dans une logique à 3 vitesses. La justice française cherche des causes techniques et des responsabilités immédiates. Les médias cherchent une narration simple. Le public cherche une signification morale. Et ces 3 vitesses ne se superposent jamais parfaitement. Au Royaume-Uni, des années plus tard, l'affaire revient dans un cadre officiel avec une intensité nouvelle. Précisément parce que les théories de complot ont pris de la place dans l'imaginaire. C'est l'une des raisons d'être d'Opération Paget. L'enquête de la Metropolitan Police lancée pour examiner ces allégations de conspiration est passée en revue, méthodiquement, les hypothèses qui circulent depuis la nuit de Paris. Le rapport conclut qu'il n'y a pas d'éléments établissant une conspiration et que les décès relèvent d'un accident tragique. Résultat d'un ensemble de facteurs, dont la conduite du véhicule et le comportement des poursuivants. Puis vient un moment clé, souvent mal compris par le public, parce que la formule est puissante. En 2008, lors des inquêtes britanniques, un jury rend un verdict des unlawful killing, attribuant la mort à une combinaison de la conduite du chauffeur Henry Paul et de la conduite des véhicules qui suivaient, notamment les paparazzis, avec l'idée de grosse négligence. Ce verdict ne dit pas assassinat. Il dit, en substance, une mort causée par une négligence grave, au point que la loi la qualifie autrement qu'un simple accident. Et ce mot, unlawful, a eu un effet paradoxal. Il a donné à certains l'impression qu'il y avait autre chose, alors que le cadre juridique visait surtout à qualifier la gravité des comportements, pas à introduire un complot. C'est ici que le mystère s'installe durablement, pas seulement parce que des gens inventent, mais parce que 3 éléments se combinent. Premier élément, l'écart entre l'émotion et la procédure. Un rapport, un verdict, des chapitres, des annexes, ne peuvent pas rivaliser avec l'image d'une princesse aimée, morte brusquement. Dans un tunnel parisien, le cœur du public réclame une explication qui ressemble à une histoire complète. Or, la vérité institutionnelle ressemble souvent à un empilement de causes. Et l'empilement frustre. Deuxième élément, la crise de confiance préexistante. Quand une partie du public pense déjà que les puissants se protègent, chaque conclusion officielle ressemble à une fermeture défensive, même si elle est solide. Le rapport d'Opération Paget est précisément construit pour répondre à ce climat, en examinant les allégations une à une. Mais l'existence même de ce rapport rappelle au public qu'il y avait des soupçons. Et un soupçon, une fois installé, est plus facile à nourrir qu'à désamorcer. Troisième élément, la confusion entre ce qui est prouvé et ce qui est imaginable. Dans cette affaire, il y a des zones où la preuve est robuste, d'autres où elle est simplement probable, et d'autres où elle est incertaine. Le problème, c'est que l'imaginaire public traite ces 3 zones comme un seul bloc. Et alors, un détail discutable devient, dans certains esprits, une faille totale. C'est pour ça que, dans ce film, on va adopter une règle simple, presque froide. À partir de maintenant, on distingue 3 couches, à voix haute,
sans tricher. Ce qui est confirmé. Ce qui est probable. Ce qui n'est pas confirmé. Et pour appliquer cette règle, il faut revenir au point exact où les récits se fabriquent le plus vite. La nuit elle-même. Les heures au Ritz. La sortie. L'itinéraire. Les véhicules autour. Et la chaîne de décision qui, en quelques minutes, transforme une fuite en catastrophe. Quand une société est sous choc, le pouvoir a un réflexe presque automatique. Il cherche d'abord à refermer. Refermer le sens. Refermer la colere. Refermer la panique. Comme si l'on pouvait poser un couvercle sur une émotion mondiale. Mais dans cette affaire, le pouvoir n'est pas un seul bloc. Il est une série de centres de gravité qui réagissent en même temps, parfois sans se coordonner. Il y a l'État français, qui doit gérer une scène d'accident, une enquête, une sécurité publique et une pression médiatique sans précédent. Il y a l'institution britannique, qui doit gérer une onde symbolique, une crise de légitimité, et un peuple qui ne veut pas d'une réponse froide. Et il y a, au-dessus de tout, le pouvoir le plus rapide de tous, l'image, qui circule plus vite que les communiqués. Dans les premières heures, la réaction officielle se construit autour de 3 décisions qui paraissent logiques, mais qui vont toutes avoir un coût. Première décision, traiter l'événement comme un dossier technique, parce que c'est la logique de l'État. Il faut établir des faits, sécuriser le périmètre, ouvrir une enquête, répondre aux questions, calmer la spéculation. C'est rationnel. Mais la rationalité arrive toujours après la douleur. Et quand elle arrive trop tôt, elle ressemble à une manière de réduire l'irréductible, de transformer une mort en procédure. Deuxième décision, contrôler la parole, parce que l'institution sait que chaque mot devient un symbole. On pèse chaque phrase. On évite la phrase qui déborde. On refuse l'émotion brute, parce que l'émotion brute est imprévisible. Mais dans une crise d'émotion collective, le contrôle ressemble vite à du mépris. Ce qui est pensé comme de la dignité est perçu comme de la distance. Et la distance, ce soir-là, est une faute. Troisième décision, recentrer la responsabilité sur des causes identifiables, parce que le public réclame un responsable. L'alcool, la vitesse, les poursuivants. Ces mots-là ont l'avantage d'être compréhensibles. Mais ils ont un défaut. Ils donnent l'impression qu'on cherche à conclure trop vite, à fermer l'histoire avant qu'elle n'ait été digérée. C'est ici que la mécanique politique devient dangereuse. Parce qu'au lieu de calmer, elle nourrit involontairement l'idée qu'on range l'affaire. Imaginez une pièce fermée, un bureau tard dans la nuit, une lampe blanche, des dossiers empilés, des téléphones qui sonnent, des conseillers qui murmurent des phrases comme « il faut être prudent ». Il faut éviter de donner du grain à moudre. Il faut tenir une ligne. Sur la table, il y a une question qui n'est jamais dite frontalement, mais qui dirige tout. Qui va être jugé par l'émotion collective? Parce que l'émotion, ce soir-là, ne cherche pas seulement une cause. Elle cherche une morale. Elle veut que la mort signifie quelque chose, sinon elle est insupportable. Et cette demande de morale transforme la moindre décision en test de légitimité. C'est là qu'apparaît une fragilité que l'on sous-estime souvent. La légitimité n'est pas seulement une question de droit. C'est une sensation, une perception, un climat. Et dans ce climat, la monarchie se retrouve face à un dilemme impossible. Si elle montre trop d'émotions, on dira qu'elle joue. Si elle n'en montre pas assez, on dira qu'elle est inhumaine. Si elle parle, elle risque de mal parler. Si elle se tait, on interprète le silence comme un calcul. Chaque option comporte un piège. Au même moment, l'appareil médiatique, lui, n'attend pas. Il remplit le vide. Et le vide, en communication, est toujours occupé par autre chose. Par des témoignages approximatifs, par des images répétées, par des suppositions. Par des colères qui deviennent des certitudes. Alors le pouvoir tente un mouvement classique, rétablir un récit stable. Un récit qui dit « voilà ce qui s'est passé ». Voilà les causes. Voilà la conclusion. Mais c'est ici que le contre-effet surgit. Parce que dans une affaire saturée de caméras, toute conclusion ressemble à une fermeture. Et plus on ferme, plus on donne l'impression que l'on cache. C'est une mécanique psychologique simple. Quand on ne fait pas confiance, le contrôle confirme le soupçon.
On entre alors dans une boucle de rétroaction politique. Le public doute. Le pouvoir verrouille. Le verrouillage ressemble à une défense. La défense alimente le doute. Et le doute oblige à verrouiller davantage. Dans cette boucle, une décision devient particulièrement contre-productive. L'idée qu'une explication technique, seule, suffit. Parce qu'elle oublie que l'affaire Diana n'est pas seulement un accident. C'est une relation affective entre une personne et un peuple. Et quand on répond à une relation affective avec un langage de dossier, on crée une humiliation silencieuse. L'impression que la douleur n'est pas reconnue. À ce stade, le pouvoir ne perd pas seulement une bataille d'opinion. Il perd un terrain plus profond, celui où la société accepte qu'une vérité institutionnelle puisse être une vérité. Et quand ce terrain glisse, la place se libère pour tout le reste. Rumeurs, récits alternatifs, hypothèses plus satisfaisantes que la réalité. Parce qu'elles offrent une intention là où il n'y avait peut-être qu'un empilement. C'est ainsi que le mystère se transforme en marché. Un marché de versions. Un marché de soupçons. Un marché d'explications. Et ce marché a une caractéristique inquiétante. Il se nourrit de ce que le pouvoir déteste. Il se nourrit de l'incertitude. Parce que l'incertitude attire. Parce qu'elle retient. Parce qu'elle donne l'illusion que l'on peut encore découvrir. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la crise ne se jouait pas seulement sur les causes du choc. Elle se jouait sur la confiance. Et quand la confiance se fissure, même une enquête solide devient insuffisante. La question n'est donc plus seulement « que s'est-il passé ?» La question devient « qui croit-on désormais ?» On s'approche du point où la société ne regarde plus l'accident. Elle regarde le système qui parle de l'accident. Il y a un moment, dans toutes les crises médiatiques, où l'on cesse de gérer un événement. On commence à gérer un pays, contre une émotion. Et c'est toujours perdu d'avance. Après la mort de Diana, le monde ne regarde plus seulement une tragédie. Il regarde une réaction. Et quand une réaction paraît froide, elle devient une seconde scène, presque plus violente que la première. Parce qu'elle touche à la dignité collective. Le tournant, le vrai, ne se situe pas dans un communiqué. Il se situe dans une perception, celle que l'institution ne comprend pas ce qui se passe. Ou pire, qu'elle comprend et qu'elle s'en protège. À cet instant précis, la logique change. Avant, on était dans la gestion d'un drame. Après, on est dans une crise de légitimité. Et la légitimité, c'est une matière fragile. Elle ne se défend pas avec des arguments. Elle se défend avec des gestes. Le problème, c'est que les institutions n'aiment pas les gestes. Elles aiment les procédures. Les gestes débordent. Les gestes peuvent être interprétés. Les gestes peuvent paraître faibles. Mais dans une crise d'émotion, ne pas faire de geste est aussi une interprétation, celle du mépris. Alors l'escalade commence, non pas par une décision spectaculaire, mais par une série de décalages. D'un côté, le public se met à parler comme une foule. Pas forcément une foule violente, mais une foule morale. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas traiter cela comme un dossier. Il faut reconnaître ce que cette femme représentait. De l'autre, l'institution parle comme une institution. Prudence, distance, contrôle, continuité. Et plus les deux langages se frottent, plus ils se blessent. Il y a là une mécanique implacable. Quand vous refusez l'émotion d'une foule, la foule ne devient pas plus rationnelle. Elle devient plus radicale dans son exigence. C'est ici qu'apparaît l'acte sans retour. L'institution, par réflexe de survie, choisit la stabilité interne avant la réconciliation immédiate. Elle se dit, si nous cédons trop vite à l'émotion, nous devenons gouvernés par la rue, par les titres, par l'instant. Alors elle se replie sur sa grammaire habituelle, le silence contrôlé, le protocole, la mesure. Sur le papier, c'est cohérent. Dans le réel, c'est explosif. Parce que ce repli est perçu comme une fuite. Et dans l'esprit public, il ne reste plus que deux lectures. Soit l'institution est incapable d'empathie, soit elle a quelque chose à cacher. Dans les deux cas, le soupçon gagne. L'escalade, à ce stade, ne demande même plus de nouveaux faits. Elle se nourrit d'un vide. Et ce vide est rempli par la machine médiatique. Chaque plateau veut un responsable. Chaque expert,
propose une clé. Chaque rumeur trouve un espace. Le mystère, ici, n'est pas seulement une zone d'ombre technique. Le mystère devient un produit émotionnel. Il permet de continuer à parler, à chercher, à ne pas refermer. On entre alors dans une confrontation à distance. Pas une confrontation militaire. Une confrontation de symboles. D'un côté, un peuple qui exige un signe, une phrase, un aveu de douleur. De l'autre, une institution qui craint que le moindre signe soit lu comme une confession de culpabilité. Et au milieu, un monde de caméras qui transforme chaque seconde d'hésitation en verdict. C'est ça, le changement de règle. Ce n'est plus « quelles sont les causes d'un accident ?» C'est « qui mérite encore d'être cru ?» Et quand la question devient « qui mérite d'être cru ?» l'enquête la plus solide du monde n'est plus suffisante. Parce que les preuves ne convainquent que ceux qui acceptent déjà l'idée qu'une vérité officielle peut être vraie. À partir de là, tout est plus dangereux. Parce que la moindre contradiction, la moindre imprécision, la moindre maladresse de communication devient une arme contre la stabilité. Et parce que ceux qui profitent du flou, les vendeurs d'hypothèses, les marchands de soupçons, les narrateurs d'ombre, ont un avantage immense. Ils n'ont pas besoin d'être exacts, ils ont seulement besoin d'être satisfaisants. Alors, la crise s'étend. Elle touche l'État, parce qu'il doit enquêter sous pression mondiale. Elle touche l'institution britannique, parce qu'elle doit répondre à une émotion planétaire. Elle touche le public, parce qu'il découvre qu'il ne sait plus distinguer clairement l'information du récit. Et c'est ici que l'on arrive au point le plus inquiétant de cette affaire. Le moment où l'histoire de Diana cesse d'être une histoire sur Diana. Elle devient une histoire sur notre époque. Une époque où la vitesse de l'image dépasse la vitesse de la vérité, et où la vérité, quand elle arrive trop tard pour calmer la douleur. Et c'est maintenant que la confiance se brise. Si vous êtes encore là, c'est que vous ne cherchez pas seulement une histoire. Vous cherchez une compréhension. Et c'est exactement le moment où il faut se rappeler pourquoi cette nuit refuse de se fermer. Jusqu'ici, on a établi une chose essentielle. La tragédie de Diana n'est pas née d'un seul geste, ni d'un seul homme, ni d'un seul méchant. Elle est née d'une mécanique. Une mécanique où l'institution protège son symbole, où la presse transforme l'intime en monnaie, où le public réclame du sens, et où la sécurité, sous pression, finit par improviser. On a aussi vu comment, après le choc, un deuxième drame s'est formé. Celui du récit. Parce qu'une société qui doute ne reçoit plus une explication comme une vérité, mais comme une stratégie. Et plus l'émotion est forte, plus une conclusion technique paraît insuffisante. Alors, à ce stade, on doit distinguer trois couches, clairement, sans tricher. Ce qui est confirmé. Il y a eu une sortie, une fuite, un tunnel, un choc. La vitesse a été un facteur majeur. La sécurité a été prise dans une logique d'évitement. Et l'événement a déclenché une crise symbolique qui a dépassé l'accident lui-même. Ce qui est probable. La combinaison des contraintes, des choix improvisés, et de la pression extérieure a réduit la marge à presque rien. Et quand la marge disparaît, le moindre facteur humain devient déterminant. Ce qui n'est pas confirmé, mais qui nourrit l'imaginaire. L'idée qu'il y aurait une intention cachée, une main invisible, un plan. Ces hypothèses existent, elles circulent, et c'est justement pour ça qu'on doit les traiter comme des hypothèses, pas comme des preuves. Et maintenant, on arrive au cœur du film. Pas l'émotion générale. Pas le mythe. Le cœur froid. On va revenir à la nuit de Paris comme on ouvre un dossier, page par page. Le Ritz. Les heures. Les portes. Les véhicules. Les choix. Ce qui est établi, ce qui est probable, et ce qui reste incertain. Parce que le moment le plus dangereux, ce n'est pas celui où la voiture entre dans le tunnel. C'est celui où l'on décide, quelques minutes avant, de faire vite. Et dans les grandes tragédies, le « faire vite » est souvent la phrase la plus coûteuse. Si vous êtes encore là, je vous le dis calmement, ce qui vient maintenant est moins confortable que les rumeurs. Parce que la réalité n'a pas toujours une intention. Elle a parfois seulement une logique. Et cette logique peut tuer. On remonte le fil. On retourne au Ritz. Revenons à ce point de départ qui n'en est jamais vraiment un. Le Ritz, place Vendôme, la fin de soirée.
Cette impression trompeuse que l'on est à l'abri parce que l'on est au centre, parce que tout est lumineux, parce que tout semble sous contrôle. À l'intérieur, on parle bas. On calcule. On hesite. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rentrer. Il s'agit de sortir sans donner au monde l'image qu'il attend. Dehors, l'atmosphère n'a rien d'une foule hystérique. Elle est pire que ça. Elle est patiente. Quelques personnes suffisent pour créer une pression, parce qu'elles sont là pour une seule chose, et qu'elles ne lâcheront pas. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la persistance. C'est la certitude qu'au moment où la porte s'ouvre, tout se mettra en mouvement. Et c'est là que se produit le premier choix lourd de conséquences. Quand vous êtes suivi, vous avez deux options. Assumer d'être vu, sortir proprement, accepter l'image, préserver la sécurité. Ou tenter de gagner une bataille contre l'image et entrer dans une logique d'évitement. L'évitement semble intelligent. L'évitement donne l'impression que l'on reprend le contrôle. Mais l'évitement a un prix immédiat. Il transforme chaque décision en urgence, et l'urgence dégrade la qualité des décisions. Alors on pense en ruse. On pense en diversion. On imagine une sortie secondaire. On espère créer une confusion, quelques minutes de flou, juste assez pour casser la traque. À cet instant, il faut comprendre quelque chose de brutal. La traque ne cherche pas une vérité. Elle cherche un angle. Elle n'a pas besoin de vous suivre pendant des heures. Elle a besoin d'un moment. Et si vous essayez de fuir, vous créez précisément ce qu'elle adore, un moment. La voiture finit par partir. Et la nuit, soudain, change de densité. Le calme du Ritz laisse place à une autre réalité, plus nerveuse, plus technique. Le bruit des moteurs, les rues qui défilent, le regard qui saute d'un rétroviseur à l'autre, cette sensation que l'espace se rétrécit. Ce qui arrive alors n'est pas encore un accident. C'est une bascule de logique. Avant, l'objectif était simple. Rentrayer. Arriver. Après, l'objectif devient tactique. Échapper. Semer. Et dès que l'objectif devient semé, la conduite n'est plus une conduite. C'est une réponse au stress. On prend un itinéraire. On accelère. On cherche les axes rapides. On choisit les couloirs sombres parce qu'ils semblent offrir un avantage, parce qu'ils donnent l'illusion qu'en quelques minutes tout sera fini. Mais un couloir sombre n'est pas une protection. C'est une contrainte. Plus la route est contrainte, plus la marge d'erreur est faible. Plus la marge est faible, plus un facteur humain pèse lourd. Et la nuit, elle, ajoute sa propre violence. Visibilité imparfaite, repères qui disparaissent, fatigue, adrénaline. Ce qui rend cette séquence si tragique, c'est qu'elle ne ressemble pas à une scène écrite. Elle ressemble à ce que c'est, une accumulation de petites décisions, chacune prise pour résoudre un problème immédiat, et qui, ensemble, fabriquent un problème gigantesque. À l'approche du pont de l'Alma, on entre dans une géographie qui ne pardonne pas. Un tunnel. Une trajectoire imposée. Une lumière artificielle qui écrase les distances. Un espace où la vitesse n'est plus un atout, mais une multiplication de risques. Et puis, en quelques secondes, tout bascule. Le choc n'est pas seulement physique. Il est symbolique. Parce qu'à ce moment-là, la fuite cesse d'être une stratégie. Elle devient un piège refermé. Ce qui suit est confus, fragmenté, presque irréel. Des gens s'arrêtent. Des gens courent. Des voix. Des flashs encore. Le monde arrive en retard sur lui-même, comme si la ville n'avait pas eu le temps de comprendre ce qui venait de se produire. Et déjà, au-dessus de la carcasse, la seconde histoire se met en place. Qui a vu quoi? Qui a fait quoi? Qui était là? Qui a eu le temps de photographier? Qui a eu le temps d'appeler? Qui a eu le temps de raconter? C'est ici que le film doit se durcir. Parce qu'on va maintenant entrer dans le détail le plus sensible, celui que les récits déforment le plus vite. Les minutes après le choc. La réaction. L'assistance. La chronologie des secours. Et la manière dont, dès le départ, le réel et l'image se disputent le contrôle. Après l'impact, il y a d'abord ce que les images ne montrent jamais correctement. Le désordre réel. Un accident n'est pas un arrêt net. C'est une vibration qui continue dans les corps, dans les oreilles, dans les mains qui tremblent. On entend des freins, des pas,
des voix qui se heurtent. On voit des silhouettes courir sans savoir où se placer. Et au milieu, cette carcasse qui fume, comme si la voiture refusait encore d'admettre qu'elle est devenue un mur. Dans ces secondes-là, la ville ne pense pas. La ville réagit. Quelqu'un s'approche. Quelqu'un recule. Quelqu'un appelle. Quelqu'un crie, il y a du sang. Quelqu'un crie, ne touchez pas. Et déjà, à quelques mètres, un autre réflexe s'allume, plus froid, plus moderne, presque automatique, cadré. C'est là que deux mondes entrent en collision au-dessus de l'accident. Le monde du secours, qui cherche à stabiliser un vivant. Et le monde de l'image, qui cherche à stabiliser un récit. Le secours, lui, est lent par nécessité. Il ne peut pas être rapide comme un tweet. Il doit évaluer, sécuriser, éviter de transformer une blessure en condamnation. Il avance avec prudence parce que la prudence, ici, n'est pas de la lenteur, c'est une chance. Mais autour, l'image n'a pas de prudence. Elle a une fin. Elle veut une preuve. Elle veut la scène. Elle veut le moment où la tragédie devient incontestable. Et c'est à cet instant que les versions commencent à naître, non pas parce que quelqu'un ment forcément, mais parce que la nuit fabrique de la confusion. Vous avez des témoins qui voient un angle et pas l'autre. Des gens qui entendent une phrase et la transforment. Des gens qui arrivent 30 secondes après et croient avoir tout vu. Des gens qui répètent ce qu'ils pensent avoir compris, parce que l'être humain supporte mal l'absurde. Il préfère une explication imparfaite à une absence de sens. Alors les questions se posent tout de suite, et elles sont brûlantes parce qu'elles touchent à ce que nous avons tous peur d'entendre. Qui a fait quoi, exactement, dans les premières minutes? Qui a essayé d'aider? Qui a gêné? Qui a pensé à photographier avant de penser à secourir? Et surtout, est-ce que l'attitude des poursuivants a aggravé la situation, ou bien a-t-elle que transformé l'accident en scandale moral? C'est ici que l'affaire bascule dans ce que j'appelle la zone toxique. La zone où la vérité matérielle et la vérité morale se confondent. La vérité matérielle, c'est ce qui peut être établi. La violence du choc, les blessures, la contrainte du tunnel, la difficulté d'extraire. La logique medicale. La vérité morale, c'est ce que l'on ressent. L'idée que des flashs au-dessus d'un corps, c'est déjà une profanation. Et quand ces deux vérités se mélangent, on obtient quelque chose d'explosif. Une tragédie qui n'est plus seulement un drame, mais une accusation contre une époque. Parce que le public ne juge pas seulement l'accident. Il juge la scène qui s'est formée autour. Il juge ce que la scène révèle. Un monde capable de regarder sans protéger, de filmer sans sauver, de consommer sans freiner. Puis viennent les gestes officiels. Le périmètre. Les premières auditions. Les premières déclarations. Les premières fuites aussi, parce que dans une affaire mondiale, l'information ne circule pas comme dans un dossier normal. Elle circule comme une tempête. Et à partir de là, un phénomène très précis se met en marche. Chaque nouvelle information n'éteint pas le feu. Elle l'alimente, parce que chaque détail ouvre un nouveau couloir de questions. Et plus il y a de questions, plus l'esprit humain invente des liens, des intentions, des scénarios. C'est ainsi que naît ce que l'on appelle le mystère, pas d'abord comme une énigme, mais comme une impossibilité émotionnelle d'accepter que le réel puisse être aussi absurde. Ce qu'ils n'ont pas vu, cette nuit-là, c'est que le deuxième choc allait être plus long que le premier. Le deuxième choc, c'est la guerre des versions. Et maintenant, on doit franchir une étape difficile. On doit passer du chaos immédiat, à la manière dont ce chaos va être raconté, exploité, et transformé en mémoire collective. À partir de ce moment, l'accident n'est plus seulement un accident. Il devient un procès sans tribunal unique. Un procès où les juges sont des millions de regards. Un procès où la sentence se fabrique avant même que les dossiers soient complets. Parce que la mort de Diana n'arrive pas dans un monde calme. Elle arrive dans un monde déjà structuré par une habitude. Consommer des vies célèbres comme on consomme des histoires. Et une histoire, pour tenir, a besoin d'un coupable. Sinon, elle ressemble à une absurdité, et l'absurde est insupportable. Alors le récit se polarise immédiatement. D'un côté, la version la plus simple, la plus rapide, la plus moderne. La poursuite. L'imprudence. La vitesse. L'alcool.
Une tragédie causée par un empilement de facteurs et par une nuit qui a mal tourné. De l'autre côté, une version émotionnellement plus satisfaisante. Parce qu'elle donne une intention. Parce qu'elle donne un visage derrière la fatalité. Parce qu'elle transforme le hasard en volonté. Et ce basculement est crucial. Une intention, même fausse, calme parfois mieux l'esprit qu'une absurdité vraie. C'est là que la presse devient plus qu'un miroir. Elle devient une arène. Les tabloïds veulent des phrases qui frappent. Les médias généralistes veulent des explications qui tiennent en quelques minutes. Les commentateurs veulent une clé, parce qu'une clé donne l'impression de maîtriser le chaos. Et au milieu, l'institution, elle, veut survivre à la tempête symbolique. Mais l'institution ne sait pas parler le langage de la tempête. Elle parle lentement. Elle parle par code. Elle parle par gestes calibrés. Et dans une époque d'instantanéité, la lenteur ressemble à une stratégie. Le code ressemble à une dissimulation. Le calibrage ressemble à une manipulation. C'est ainsi qu'un drame réel se transforme en drame de confiance. Et quand la confiance se casse, une nouvelle économie naît. L'économie du soupçon. Dans cette économie, l'information ne vaut pas parce qu'elle est vraie. Elle vaut parce qu'elle retient l'attention. Elle vaut parce qu'elle donne une émotion forte. Elle vaut parce qu'elle permet de dire « Moi, je sais ce que les autres cachent ». C'est pour ça que les théories alternatives ont un avantage structurel. Elles ne sont pas limitées par les preuves. Elles sont limitées uniquement par l'imagination. Elles peuvent tout intégrer, tout expliquer, tout rendre cohérent. Et surtout, elles offrent au public un rôle actif. Chercher, interpréter, relier, suspecter. La vérité, elle, n'offre pas toujours ce plaisir. Elle est souvent faite de documents, de délais, de contradictions humaines, de résultats imparfaits. Elle demande de la patience. Et la patience est rare quand la douleur est immense. Alors la guerre du récit avance comme une marée. Chaque détail technique devient un symbole. Une porte d'hôtel devient preuve. Un trajet devient manœuvre. Un silence devient aveu. Une maladresse devient culpabilité. Et le plus tragique, c'est que cette guerre du récit fait exactement ce que Diana a subi toute sa vie publique. Elle la transforme encore une fois en objet. Même morte, elle continue d'être le centre d'un marché. Un marché d'images. Un marché de versions. Un marché de croyances. À ce stade, le mystère n'est plus seulement « que s'est-il passé ?». Le mystère devient « quel récit va gagner ?» Et c'est là que l'on doit revenir à notre règle, encore une fois, sans émotion excessive, sans lâcheté. On ne peut pas répondre à une guerre du récit avec une croyance de plus. On doit y répondre avec une méthode. Alors maintenant, on va faire quelque chose que très peu de récits font, parce que c'est moins confortable, mais plus honnête. On va reconstruire la nuit avec une discipline froide. Ce qui est établi. Ce qui est probable. Ce qui est incertain. Et surtout, où naît exactement l'incertitude. Parce que c'est là, dans les petites zones floues, que les grandes mythologies s'installent. Les conséquences d'une tragédie ne commencent pas le lendemain. Elles commencent dans les minutes où la nouvelle sort du tunnel et traverse le monde. Au petit matin, l'actualité n'est plus une actualité. Elle devient une atmosphère. Dans les bureaux, dans les cafés, dans les taxis, on ne parle pas d'un fait divers. On parle d'une absence. Et cette absence est étrange, parce que Diana n'appartenait pas à une famille, elle appartenait déjà, émotionnellement, à des millions de gens. Le premier prix immédiat, c'est la sidération. Une société habituée à suivre une vie comme un feuilleton découvre soudain qu'elle a suivi, vers une fin. Et cette découverte est violente, parce qu'elle oblige à reconnaître quelque chose d'inavouable. Le public n'était pas seulement spectateur. Il était un élément du décor. Pas un coupable direct, non. Mais une demande permanente, une pression diffuse, un carburant invisible. Le deuxième prix, c'est la colère. Une colère qui cherche une cible assez nette pour ne pas se dissoudre. Les paparazzis deviennent le visage le plus simple. Le symbole parfait. Même ceux qui, la veille encore, consommaient ces images, se découvrent un dégoût soudain. Comme si l'époque se voyait dans un miroir et n'aimait pas ce qu'elle y lit. Dans la rue, la colère n'est pas un raisonnement,
c'est un réflexe moral. On veut punir une image, parce qu'on ne sait pas punir un système. Le troisième prix, c'est le chaos institutionnel, celui qui ne se voit pas à l'écran. Les administrations doivent coopérer sous pression mondiale. Chaque détail devient sensible. Chaque fuite devient un scandale. Chaque silence devient une hypothèse. On entre dans cette situation où la gestion normale des choses devient impossible, parce qu'un dossier n'est plus un dossier. Il est un champ de bataille symbolique. Et puis, il y a le prix politique, immédiat, brutal, presque mécanique. La monarchie britannique se retrouve face à un public qui ne demande pas une explication, mais un geste. Dans ce type de moment, l'institution n'est pas jugée sur la précision, elle est jugée sur la chaleur. Or la chaleur n'est pas une compétence institutionnelle. Elle se joue dans des attitudes, des déplacements, des mots qui, d'habitude, sont calibrés. Et quand ces mots tardent, ou paraissent trop calibrés, la crise s'aggrave. Parce que l'émotion ne négocie pas avec la prudence. La conséquence immédiate, c'est donc un déplacement de la pression. Avant, la pression était sur Diana. Après, elle est sur l'institution. Ce renversement a un effet paradoxal. Il oblige la monarchie à se rapprocher de ce qu'elle craint, l'émotion populaire. Et il oblige le public à mesurer ce qu'il exige réellement d'un symbole, être fort ou être humain. Dans cette tension, aucune réponse n'est parfaite, et c'est précisément ce qui rend le moment historique. La monarchie comprend que, dans un monde d'images, la légitimité n'est plus un héritage tranquille, c'est une relation fragile qui peut se briser en quelques heures. Mais le prix immédiat n'est pas seulement au sommet. Il est aussi dans la matière de la vie. Londres se couvre de fleurs, de messages, de bougies. On voit des mains qui déposent encore et encore, comme si déposer pouvait réparer. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans. Une population qui invente un rituel parce que les rituels officiels ne suffisent pas. Et ce geste collectif dit une chose très simple. On veut que la douleur soit reconnue publiquement, pas rangée. Pendant ce temps, la presse, elle aussi, paie un prix immédiat. Pas forcément en argent. En image, en réputation, en accusation. Elle se retrouve dans une position inconfortable. Parler d'un drame qu'elle a, en partie, contribué à rendre possible. Alors elle fait ce que font les systèmes quand ils sont pris en faute. Elle se divise. Certains médias se repentent, du moins en façade. D'autres se défendent. D'autres déplacent la responsabilité. Et au milieu, le public voit, peut-être pour la première fois, la mécanique, la concurrence, l'exclusivité, la vitesse. Le rideau se soulève un instant, et ce dévoilement est une conséquence en soi. Car une fois que vous avez vu la mécanique, vous ne pouvez plus complètement ne pas la voir. Enfin, il y a la conséquence immédiate la plus silencieuse, la plus concrète, le dossier judiciaire et médical. Les procédures se mettent en place, lentement, avec leur langage froid. On examine, on mesure, on écrit, on compare. Et ce contraste entre la douleur chaude du monde et la précision froide des dossiers fabrique un nouveau type de frustration. L'impression que la vérité officielle n'arrivera jamais à la hauteur de l'émotion. C'est exactement là que le mystère se nourrit, non pas parce que l'on ment forcément, mais parce que la vérité, même honnête, ne console pas. En quelques jours, un nouvel ordre provisoire s'installe. Un ordre fait de deuil, de colère, de mise en scène publique, de décisions institutionnelles prises sous contrainte et d'un sentiment diffus. Quelque chose a changé. Pas seulement une vie. Une époque. Et c'est là que l'on comprend la vraie nature du prix immédiat. La mort de Diana ne ferme pas une histoire. Elle ouvre une brèche. Une brèche dans la confiance, dans la relation aux images, dans l'idée même de ce que doit être une figure publique. Mais les grandes histoires ne se contentent pas de conséquences courtes. Elles déposent aussi une trace longue, presque invisible, qui change les décennies suivantes. Les conséquences durables ne font pas de bruit. Elles s'installent comme une poussière fine sur tout ce qui vient après. On croit qu'on passe à autre chose, puis on réalise que l'on regarde le monde différemment, sans même s'en rendre compte. La première trace longue, c'est le rapport aux médias. Après Diana, l'idée que la presse peut être une force neutre devient plus difficile à soutenir. On comprend mieux, même confusément, que l'information n'est pas seulement un service.
c'est aussi un marché, avec ses incitations, ses méthodes, ses zones grises. Et surtout, on comprend une chose simple, l'image n'est pas innocente. Ce n'est pas que le public cesse de consommer. C'est plus subtil. Le public consomme avec une culpabilité nouvelle, et cette culpabilité transforme la relation. On réclame de l'éthique, mais on continue de cliquer. On condamne la traque, mais on veut encore savoir. Ce dédoublement moral devient une caractéristique de l'époque. On critique le spectacle tout en y participant. Diana est l'un des premiers grands miroirs de ce paradoxe. La deuxième trace longue, c'est la monarchie elle-même. La monarchie découvre que sa survie symbolique dépend désormais d'un équilibre instable entre distance et proximité. Trop de distance, et elle paraît froide, inhumaine, presque illégitime. Trop de proximité, et elle perd ce qui fait son aura, la hauteur, la continuité, la rareté. Après Diana, elle doit apprendre à gérer l'émotion comme une compétence politique. Ce n'est pas naturel pour une institution. Mais c'est devenu indispensable. La troisième trace longue touche à la sécurité. Pas seulement la sécurité d'une princesse, mais la sécurité des figures publiques en général. L'idée que l'on peut être protégé, tout en étant traqué par l'image devient absurde. Parce que la menace n'est plus seulement physique. Elle est situationnelle. Elle naît de la collision entre mobilité, visibilité et marché de l'exclusivité. Diana révèle une fragilité moderne. On peut être entouré, escorté, encadré, et être quand même vulnérable. Parce que la vulnérabilité se niche dans les détails, dans les improvisations, dans la vitesse, dans l'angle mort. La quatrième trace longue est peut-être la plus profonde, la réécriture. Avec le temps, Diana cesse d'être une personne historique et devient une figure malléable. Chacun la réécrit selon son besoin. Pour certains, elle devient la sainte moderne, pure, sacrifiée par un système cruel. Pour d'autres, elle devient une victime de la célébrité, prise dans une spirale médiatique qu'elle a parfois utilisée et parfois subie. Pour d'autres encore, elle devient la preuve que tout est manipulé. Parce que croire à une manipulation donne une cohérence plus rassurante que croire à l'accident. Et ce qui est fascinant, c'est que ces versions coexistent. Elles ne se remplacent pas. Elles s'empilent. Comme si Diana avait laissé non pas une mémoire, mais une bibliothèque de récits concurrents. Pourquoi? Parce que son histoire a touché une zone rare, l'endroit où le privé devient politique. L'endroit où la douleur d'une personne devient une affaire nationale. L'endroit où la vie d'un individu révèle les failles d'un système. Alors le monde continue de la convoquer, encore et encore, à chaque fois qu'il veut parler de la presse, de la célébrité, du pouvoir, de la compassion, de la violence du regard. Diana devient une référence, un vocabulaire. Et même là, même dans la réécriture, la tragédie se répète sous une autre forme. Parce qu'en réécrivant Diana, on continue de la posséder. On continue de la transformer en objet narratif. On continue de faire exactement ce que l'époque a fait d'elle, la prendre. La conséquence durable la plus sombre, c'est donc celle-ci. L'histoire de Diana a rendu visible une mécanique. Mais cette visibilité n'a pas suffi à l'arrêter. On a pu promettre des règles. On a pu promettre des limites. On a pu promettre des leçons. Mais la structure du désir est restée. Et quand la structure du désir reste, le marché se réorganise. Il change de forme, il se moralise en surface, mais il continue. Et c'est là que notre film peut enfin faire le dernier mouvement. Parce qu'au fond, l'affaire Diana est moins une énigme sur la nuit de Paris qu'une révélation sur le monde qui l'a rendue possible. Ce qui vient maintenant n'est pas une conclusion technique. C'est une conclusion sur un modèle. À ce stade, on peut enfin dire les choses sans se cacher derrière le mot « mystère ». Le mystère, dans cette histoire, n'est pas un rideau tiré par une main invisible. Le mystère, c'est notre difficulté à accepter qu'une icône puisse mourir comme meurent des êtres humains ordinaires, par une combinaison d'erreurs, de contraintes, de mauvais choix et d'un système qui pousse, jusqu'au point de rupture. Si l'on veut être juste, il faut rendre un verdict qui ne flatte pas l'imaginaire, mais qui respecte les faits et la psychologie collective. Alors posons 3 critères simples, comme on le ferait dans un dossier sérieux. Premier critère,
l'intention. Pour qu'il y ait conspiration, il faut plus qu'une atmosphère de soupçon. Il faut une cohérence opérationnelle, des indices convergents, une intention démontrable, une chaîne de preuves. Or, ce que cette affaire produit surtout, ce sont des zones floues et des frustrations, pas une architecture solide de planification. On a des éléments techniques, des comportements critiquables, des défaillances humaines. Mais l'intention, elle, reste une projection plus qu'une démonstration. Deuxième critère, la causalité. Ce qui tue dans cette nuit n'est pas un seul facteur. C'est une addition. Une addition où chaque terme réduit la marge. La pression de l'image. La logique de fuite. Le choix des itinéraires rapides. La vitesse. La qualité des décisions sous stress. Et, surtout, cette caractéristique moderne. L'événement se produit dans un environnement déjà saturé de regards, donc déjà saturé de récits. Quand la marge disparaît, l'accident devient non pas inévitable, mais possible. Et parfois, le possible arrive. Troisième critère, la confiance. C'est ici que la tragédie devient historique. Parce que même si une conclusion technique est solide, elle ne s'impose pas dans une société qui doute. Et l'affaire Diana n'est pas seulement un accident. C'est une crise de confiance préexistante qui trouve, dans ce drame, une confirmation émotionnelle. Le public n'a pas seulement perdu une figure. Il a perdu, un instant, l'idée que le monde s'explique simplement. Et quand cette idée tombe, les récits alternatifs deviennent un refuge. Alors voici le verdict le plus honnête, celui qui ne satisfait pas tout le monde, mais qui tient debout. Oui, la machine médiatique porte une responsabilité. Pas forcément au sens juridique direct, mais au sens structurel. Elle crée des situations où la fuite devient logique, où l'improvisation devient probable, où le risque devient un coût acceptable pour obtenir l'image. Elle ne pousse pas forcément une voiture. Mais elle pousse les conditions dans lesquelles la voiture finit par être poussée. Oui, l'institution porte une responsabilité, mais une responsabilité froide. Celle d'avoir longtemps traité l'émotion comme un danger plutôt que comme une réalité politique. Dans cette histoire, l'institution a souvent été en retard sur l'époque. Et l'époque, elle, n'attend pas. Et oui, le public porte une responsabilité inconfortable, celle d'avoir alimenté un marché où la vie privée devient un produit. Nous ne sommes pas les conducteurs, mais nous sommes les consommateurs du monde qui rend ces conduites rentables. C'est là, au fond, le vrai cœur de ce film. Diana n'est pas seulement morte dans un tunnel parisien. Elle est morte dans un siècle qui avait appris à confondre proximité et droit de regard. Un siècle où l'on croit aimer une personne parce qu'on la suit, alors qu'on la suit parfois comme on suit une série. Et quand la série s'arrête brutalement, on refuse la fin, on refuse le hasard, on refuse la banalité de l'erreur. On réclame un sens plus grand que la réalité. Mais il y a une phrase qui mérite d'être laissée dans l'obscurité, comme une dernière bougie. Ce qui nous hante dans cette histoire, ce n'est pas seulement la mort de Diana. C'est la question de savoir si nous avons changé depuis. Si la machine est toujours là. Si nous la nourrissons encore. Si, au fond, nous cherchons toujours des icônes pour les regarder jusqu'au bord. Et c'est peut-être ça, la vraie tragédie. Une tragédie qui ne se termine pas avec une enquête. Une tragédie qui se répète chaque fois que le monde confond la vie d'un être humain avec un spectacle. Si vous voulez prolonger cette nuit, dites-moi en commentaire quelle est, selon vous, la responsabilité la plus lourde. La presse, l'institution, la sécurité ou notre désir collectif. Et si vous voulez que l'on ouvre un autre dossier, un autre mythe, une autre vérité inconfortable, abonnez-vous à Les Nuits de l'Histoire. Parce qu'ici, on ne raconte pas des légendes pour s'endormir. On les ouvre pour comprendre ce qu'elles disent de nous.